29 juillet, draft NBA 2021. Le premier choix sera pour les Detroit Pistons. On s'en rapproche, on sera chez la First Team en live. Et oui, vous êtes chez Envergure. Si vous n'aviez pas vu, en attendant, on vous prépare à cette draft en attendant le 29 juillet. Avec une question dans ce podcast: quels joueurs dans cette QV peuvent être des initiateurs, des porteurs de ballon, bref, des gens qui ont des responsabilités en NBA? À travers cette question, il y en a 1000 autres, des réponses qui vont avec et qui vont nous aider à classer les joueurs, puisque c'est ça aussi l'important. Plus la draft approche, plus on essaye d'être précis dans le classement qu'on a en tête. Voilà, c'est le programme de cet épisode avec Manu, avec Alan, avec Ben. Est-ce qu'on donne encore les numéros d'épisode? Lui, c'est le 23, saison 4. Bienvenue sur Envergure, bienvenue dans le futur. L'homme qui avait gardé la foi en Jaden McDaniels et qui avait raison. Manuela, hola camarade. Hola. Comment vas-tu? Ah, la fatigue, mais ça va, on se rapproche du grand jour, donc l'excitation un peu, quand même. Dans 15 jours, on enregistre officiellement le 14 juillet. Bonne fête nationale à tous. À 0h06, c'est pour ça que tu dis la fatigue. Parce que voilà, on est dédié à cette draft 2021. Eux aussi le sont. Ils sont avant-gardistes et Nico les a surnommés les draft punks. Alan et Ben. Ça va les gars? Salut tout le monde. Salut Alex. Surnom incroyable. Incroyable surnom, vous n'avez pas de casque, mais ça va parler prospect aujourd'hui, donc plein de joueurs. On vous conseille, avant de commencer, si vous le pouvez, d'écouter en regardant notre site. Comme ça, vous avez sous les yeux les profils de ces joueurs, les stats, les points forts, les points faibles, les mensurations. Vous avez un petit peu l'image qui se fait en plus du son. La question aujourd'hui, c'est donc qui peut porter la balle en NBA dans cette draft? Ça paraît un peu con, j'en suis conscient. Et d'ailleurs, les chroniqueurs sont un peu perdus. Mais en fait, non. Pourquoi cette question? Je vous donne juste l'exemple de la draft 2018. Aujourd'hui, 3 ans après, ils sont en train de signer les extensions de contrat. Qui est porteur de ballon numéro 1 ou numéro 2? On a Doncic, on a Young, on a Gilgeous-Alexander, un peu Colin Sexton, mais est-ce qu'il est vraiment premier porteur de ballon? Pas vraiment. Un petit peu Kevin Huerter, deuxième porteur de ballon. Aaron Holiday quand il joue, Lonnie Walker, Devonte Graham, Jalen Brunson. Si on veut pousser Shake Milton, mais vraiment par séquence, bref, ça fait une dizaine sur 60 draftés quand même. Donc ça fait pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que les autres qui sont draftés pour d'autres rôles n'ont pas d'impact, mais ça nous permet de définir une catégorie plutôt que de prendre un poste. C'est beaucoup plus simple que de dire un meneur, un arrière, un ailier, puisqu'il y a moins de différence en fait dans ce qu'on va leur demander au niveau supérieur, et ça sera plus facile de les classer, puisqu'on aura plus ou moins, on va retrouver des caractéristiques communes chez ces joueurs. Voilà l'explication. Premier groupe, on va les classer par groupe de niveau, ces joueurs de la draft 2021. Premier groupe de niveau, je vais commencer par Ben. Donc on dit premier tiers quand on est en Angleterre. Ben, le premier groupe de niveau, il y a qui dedans chez les ball handlers de cette draft? Ce serait tentant de mettre Jalen Suggs, mais je crois qu'en termes de ball handler, le premier tiers appartient uniquement à Cade Cunningham, qui a un niveau d'athlétisme, de force, de créativité qui est quand même assez... qui parle de lui-même. Là. Il est vraiment tout seul à son niveau-là. C'est pour ça que Cade Cunningham fait vraiment l'unanimité comme premier pick cette année. Là. Ce premier tiers, il va nous servir en fait à définir les qualités d'un ball handler, puisque le portrait de Cade Cunningham, en fait, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait dans son podcast, dans le podcast qui lui est dédié, pardon. Et vous avez juste à aller sur notre site pour le retrouver. Manu, quelle qualité tu as chez Cade Cunningham? Est-ce que pour toi c'est pareil d'abord? Est-ce qu'il est tout seul dans son chapeau 1? Bah, si on parle d'initiation pure, moi ça me choquerait pas de rajouter Sharif Cooper dans ce chapeau 1. Mais vraiment d'initiation pure, hein. Je parle pas en termes de niveau global. Ça veut dire quoi pour toi du coup, initiation? Ça veut dire vision, ça veut dire création pour les autres surtout.
visualisation des espaces. Voilà, surtout ça, surtout de la création. J'ai vu Ben qui a allumé son micro et qui l'a réteint. Tu voulais réagir, Ben? Désolé, c'est parce que je l'ai éteint parce que je me suis étouffé. Ouais, je veux dire, on en parlera peut-être plus tard pour Sheriff Cooper. Moi, j'y crois pas vraiment comme initiateur numéro 1 en NBA pour des causes qui ont rien à voir avec sa vision du court. Mais je comprends la logique de Manu. Là. Ok. Alan, le premier chapeau des ball handlers. Oui. est Kate tout composé seul. de Kate tout seul. Pour quelle raison? Enfin non, pas pour quelle raison, pardon. Quelle qualité pour toi un initiateur doit avoir pour être tout en haut du classement des initiateurs de sa draft? 3 choses principalement. D'abord la capacité à jouer du pick and roll à haute intensité en tant que porteur de balle. La capacité ensuite à pouvoir tirer en sortie de dribble, ce que n'a pas, ce que non. En fait, Kate c'est le seul qui pour moi a les 3 qualités que je vais citer et certains ont l'une, certains en ont 2, mais aucun n'a les 3. Sauf Kate, donc la capacité à jouer du pick and roll, la capacité à pouvoir tirer en sortie de dribble et la capacité à pouvoir faire toutes les passes possibles, que ce soit main droite, main gauche, pour son intérieur qui va au cercle, pour son intérieur qui s'écarte, pour les shooters dans les coins, pour les shooters à À 45 degrés. exploiter le décalage qu'il crée. Exactement, à pouvoir en gros comprendre quoi faire grâce au fait d'être en capacité d'initier de l'attaque. C'est bien d'initier de l'attaque, mais Kate Cunningham, lui, il comprend ce que ça enclenche, le fait que les défenses aient peur de son initiation d'attaque. Et donc, il arrive à pouvoir faire quasiment Et, toutes les et passes. ça rentre pas dans jouer le pick and roll? Si, mais en fait, jouer le pick and roll, c'est plus aussi pour aller au cercle après, jouer dans le jeu intermédiaire, pouvoir pull-up à mi-distance, pouvoir jouer sur tout ce qui est flotteur, runner, leaner, aller au cercle. Bien sûr que ça rentre dans le pick and roll, c'est une des 2 choses principales avec le tir, mais j'ai voulu un peu mettre pick and roll pour soi-même et pick and roll pour les autres en gros. Ok. Création pour soi-même, création pour les autres. Les 2 qualités principales, donc il faut du tir. Alors Manu va peut-être nous répondre pas nécessairement puisqu'il a mis Sharif. Pour toi Manu c'était plus la création pour les autres. Ouais. C'est surtout la création, la visualisation de l'espace du terrain. Le fait que voilà, je prends une décision, qu'est-ce que ça importe pour le reste de mon attaque? Est-ce que tu as Voilà. un exemple de personne en NBA qui serait un gros porteur de ballon et qui serait moins un scoreur pour lui-même que pour les autres? Chris Paul? Ouais. Hmm. Draymond Ça, Green? Ouais. Mais Draymond Green, il dribble jamais presque en fait. Il amène la balle, là, mais ouais, c'est pas un dribbleur en 1 contre 1. Mais s'il n'y a pas Curry à côté, ça marche jamais de ramener Draymond Green. C'est ça le problème. Bon, le panier 1, Kate Cunningham, allez, peut-être Sharif Cooper. On va simplement parler rapidement, puisque je crois qu'on n'a pas fait de podcast sur lui. Je dis des bêtises. Manu, Sharif Cooper, c'est qui? En quelques mots, présente-nous le prospect. Alors c'est un petit garçon qui joue à Auburn. Donc, voilà, donc qui a eu des petites embrouilles. Donc il a joué que 14 matchs, je crois, de tête. Ouais, même moins de tête. Quelque chose comme ça. C'est moi qui ai fait son scouting report, je sais plus, mais oui, il a très peu joué cette saison avec Auburn. Et c'est un meneur donc qui n'est pas forcément petit finalement, parce qu'on a vu qu'il avait mesuré assez grand au combine. Non, mais en fait, c'était une erreur. Hein. Il fait 6'1". Il fait bien 1m80, du coup. Non, 88. Entre 85 et 88. D'accord. Mais c'est un fort passeur. Moi, j'aime beaucoup sa capacité à créer pour les autres. Un peu, il n'a pas encore cette capacité à créer pour lui, mais vraiment pour les autres, il est vraiment intéressant. Il aime beaucoup shooter, même s'il a une mécanique un peu étonnante. Mais voilà, c'est surtout un créateur pour les autres, qui est un peu scoreur aussi. Voilà, un joueur un peu foufou, mais que moi personnellement j'aime bien. Ben, c'était assez solide cette saison, il faut dire.
20 points, 12 matchs joués donc, hein. 20 points, Ouais, 8 puis passes. il a 20 changé points, le 8 visage passes, d'Auburn 4. en plus dès son Ouais, c'est arrivée. ça. C'est ça. C'est ça. Surtout l'influence sur l'équipe. Mais bon, 20 points, 8 passes. Euh, alors seulement 39% de réussite au tir, mais voilà, 20 points, 8 passes et 4 balles perdues. Donc un ratio de 2 passes décisives pour un ballon perdu, c'est pas mal du tout. Surtout pour un meneur freshman qui avait de fortes responsabilités, puisqu'il y avait 33% de taux d'utilisation du ballon, l'usage rate, comme on dit. Donc toi, tu le mets dans ton tiers 1. Est-ce qu'il est dans le tiers 2 des autres? Est-ce qu'il est dans le groupe de niveau 2 de Ben et Alan? Oui. Oui, chez Alan et Ben. Les gars, Sheriff Cooper, c'est. Je comprends le concept, je comprends l'idée, je comprends la projection, mais j'arrive pas à y croire. Il est dans mon tiers 3, personnellement. Mais si tu crois pas, il peut même pas être dans ton tier 3 alors. Parce que s'il a pas la balle, il fait quoi? Ben, justement, moi, je draft pas. Hein. Ah voilà, donc tu l'as même plus bas en vrai. Ben, ouais. Ouais. Mm. Alors donne-nous des arguments, Ben. Ben, On écoute, va parler de Sheriff Cooper du le coup. problème avec Sheriff Cooper, moi, je vois ce que vous voyez en Sheriff Cooper. Je vois la vitesse, je vois la créativité, je vois l'explosivité, la capacité de battre son homme à 1 contre 1. Je veux dire, il a absolument fumé la compétition à 1 contre 1 pour se rendre au panier. Mais physiquement parlant, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'il va être capable de créer comme ça en NBA. Premièrement, son tir m'achale beaucoup, spécialement à 3 points. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais à 3 points, il manque tellement de force physiquement qu'il se penche pour donner une espèce de ouais, comment on appelle ça? Il fait comme une. Il donne de la force supplémentaire à Ouais, mais c'est quoi son arme. l'arme? Oui, la L'arme. catapulte. La catapulte. Il catapulte son tir. Exactement. Puis ça, j'aime pas ça du tout. Ça, c'est la preuve que ça lui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de gymnase, beaucoup, beaucoup de force. Et je sais pas s'il a la capacité physique de mettre tout ce muscle-là et s'il a le jeu pour être capable de se transformer lui-même en NBA. Au contact, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'il va s'habituer à un niveau qui est aussi évolutionnaire que la NBA. Je suis d'accord Donc pour toi, c'est ce que disait Manu en fait quand il le décrivait. Pour toi, il va pas être capable de scorer pour lui-même. C'est ça que tu es en train j'ai de dire. beaucoup de difficultés à voir comment il va scorer pour lui-même et les défenses NBA vont juste lui coller au cul. Là. Les gars vont lui coller au pantalon, vont lui laver les pantalons et vont lui remettre sur le dos après. Là. J'ai beaucoup de difficultés à voir. Je comprends, je veux aimer Sheriff Cooper en tant que créateur primaire en NBA, mais j'y arrive juste pas. Alors, est-ce qu'on a des contre-arguments du côté de la défense? Effectivement, il a shooté à moins de 50% au cercle pour donner de l'eau à ton moulin, Ben. 46 sur 93, un peu moins de 50% au cercle. Alan, est-ce que tu es d'accord avec Ben? Oui, tous les points qui sont avancés par Ben sont réels, mais en même temps, on arrive souvent à des certains moments d'une draft où il y a plusieurs écoles. Et Absolument. d'aller chercher sur le talent brut, des choses qui sont assez uniques dans une cuvée ou des capacités qui sont plus rares que d'autres, bah moi ça m'intéresse toujours plus en fait que d'aller drafter d'autres profils. Donc ça peut faire surcoter certains profils, mais c'est un peu quelque chose qui m'intéresse. Et en réalité, Sharif Cooper, bah, en termes de playmaking, balle en main, il y a que Kate Cunningham et peut-être Josh Giddey par moments qui sont plus élaborés que lui. Euh, mais en réalité, que ce soit en transition, sur demi-terrain, en pick and roll, il invente des passes en fait. Il invente des angles de passe, main droite, main gauche. Alors oui, le système d'Auburn était pas mal pour lui. Franchement, c'est un des systèmes les Oui, plus intéressants. il y avait des 3&D Voilà. partout, plus Mais lui, quoi. Mais bon, c'était pas méga talentueux non plus, hein. Il y avait pas mal de tirs ouverts qui rentraient pas dedans. Mais, mais non, en fait, je pense qu'au minimum, ça sera un meneur backup en fait.
Au minimum, ça peut être un meneur backup qui va rester sur le terrain parce qu'il va t'apporter du playmaking. Si il tire pas, eh ben, il faut lui mettre 4 tireurs à côté. Et en NBA, aujourd'hui, ça peut se faire plus facilement que dans d'autres époques, on va dire. Et comme tu l'as mentionné dans ton article aussi de Scouting Report, Alex, le tir, oui, cette année, le pourcentage à 3 points est pas bon, mais c'est un peu comme VJ Boston. Quand tu commences mal sur un petit échantillon, et ben, ça pondère vers le bas tes chiffres, alors qu'en réalité, je pense que c'est un meilleur shooter qu'il n'est, et c'est pour son pourcentage au lancer franc et ses pourcentages dans les années passées peuvent laisser penser ça. Donc moi, c'est un risque que je prends parce qu'en termes de playmaking, il est juste trop fort pour que je sorte de mon top 10, tout simplement. Euh, m- Moi, je vais juste te dire, Ben, euh, ton idée de la catapulte est un très bon argument, sauf qu'il est assez facile à contourner en disant, bah en fait, il a juste à ajouter de la force, puisque justement, en high school, ça veut pas dire qu'il est maladroit en fait. Toi, tu dis juste qu'il manque de force, tu dis pas qu'il est maladroit. Oui, 100%. Et ce que je dis aussi, c'est que là, avec son format très petit, je ne sais pas s'il va pouvoir ajouter assez de muscles et assez de force pour se rendre là où il a besoin d'aide. Visiblement, il a beaucoup progressé en catch and shoot. C'est ce que j'ai lu sur The Athletic. C'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui ont assisté à son Pro Day. Il travaille beaucoup et il a une vraie main. On ne peut pas nier qu'il a une vraie main, puisqu'en high school, il pouvait shooter en sortie de dribble. Regardez les matchs de lycée pour le Scouting Report, il pouvait shooter en sortie de dribble à 3 points. Mais la ligne est plus proche. Hein. Manu, tu me confirmes, la ligne est plus proche en high school qu'en NCAA. Ouais, Hmm. c'est high school, c'est l'ancienne FIBA, à peu près. 6,25 donc. Voire un peu plus proche. Je crois que des fois, ça touche vraiment le début de la raquette, là. Ouais, ouais, d'accord. La tête de raquette. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur lui, Manu? Et t'es plutôt de quelle école quand il s'agit de descendre dans la draft? Puisque là, en fait, on est descendu juste d'un étage et on a déjà des débats sur est-ce que finalement il est dans le panier 2 ou le panier 3. Moi, je pense que c'est typiquement le joueur qui va être meilleur en NBA. Je sais pas pourquoi, c'est un joueur auquel je crois beaucoup, notamment parce que, comme disait Alan, il est en termes de passes, c'est juste incroyable ce qu'il sait faire, quoi. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude à le voir, même si la taille peut peut-être être un point faible, mais j'avais la même sur la taille, j'étais un peu réservé sur Trae Young et finalement on voit que c'est un gars qui, dans la NBA moderne, arrive totalement à survivre. Même si Trae Young, sera Oui, il shoot déjà. à 10 mètres. Tiens. Ouais, voilà. Mais il avait cette même capacité à créer pour les autres aussi et à trouver des jolies passes. Donc moi je suis pas trop inquiet là-dessus, je trouve. Et le 88% en lancer franc, comme disait Olan aussi, c'est que voilà, il n'y a pas de 83. 83. Ouais. Oh là là, je sais plus lire. Mais ça montre qu'il a un potentiel à minima. Après, je pense que ça va prendre un peu de temps. Parce que quand même la ligne à 3 points en NBA, c'est quand même. Voilà, Ouais, c'est sûr. faut se la coltiner. Donc je pense que. Après, on verra. Comme on dit tout le temps, on en reparlera dans 4 ans. Hein. Oui, C'est oui. vraiment là où on Mais c'est verra que. intéressant parce que du coup, Alan, est-ce que tu penses pas que le fait que ça va lui prendre du temps, parce que ça c'est assez évident que ça va lui prendre du temps, est-ce qu'une franchise va prendre ce temps en fait? Surtout chez les arrières où on se rend compte que si tu joues pas les les 2 premières années, on te met vite de côté et puis on passe à autre chose, quoi. Je pense que ça va prendre moins de temps qu'on pourrait le penser en réalité. Ça aurait pris du temps il y a 20 ans, il y a 15 ans et il y a beaucoup plus longtemps. C'était dur pour les meneurs, pour les porteurs de balles de survivre quand ils arrivent à NBA. Maintenant, c'est les intérieurs qui morflent et qui peuvent pas vraiment jouer, je trouve, ou peser dans les débuts d'année. En réalité, tu mets Sheriff Cooper avec un contre des bancs NBA, avec des bons joueurs à côté, des bons joueurs, il faut le dire, mais en même temps, toutes les équipes qui draftent ont des bons joueurs. Hein. C'est- Et je pense que ça pourrait, oui, ça peut prendre du temps si on attend de lui qu'il fasse du 20-10, parce que ça, c'est quelque chose qui est un skill, qui est d'un profil élite.
Et si on avait cette vision pour lui, on le drafterait peut-être plus haut. Mais je pense que non, je pense que ça va prendre du temps oui, pour qu'on l'installe avec des titulaires et tout, mais en même temps, on disait l'année dernière, ah, Lamelo, ça peut prendre du temps aussi. Puis très bien, on disait, ah, ça va prendre du temps peut-être. Ja Morant, on disait, ah, peut-être que ça peut prendre du temps parce que il y a la transition en termes de niveau. Pour chaque ball handler, il y a des arguments qui font que ça pourrait prendre du temps, que ça soit le niveau de compétition affronté, euh, la physicalité de leur jeu manquante ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Donc, je pense qu'il peut jouer en NBA dès l'an prochain. Sharif a donc la capacité à battre son homme et le tir qui est en question. Par rapport à ce que tu disais, Alan, sur les critères. Ben, tu as qui sur ton deuxième panier, du coup, puisque lui, il n'y est pas? J'ai 3 noms. J'ai Jalen Suggs. Ouais. J'ai Scotty Barnes, parce que je crois que Scotty Barnes devrait être utilisé comme créateur primaire sur absolument n'importe quel line-up si on veut en tirer l'efficacité. Et le nom le plus controversé de mon big board cette année, Josh Giddey de la Ligue australienne. Bah, ça dépend, hein. Les hipsters aiment bien. Hein. Moi, j'aime pas trop, mais... Je comprends pourquoi tu n'aimes pas trop, mais je crois que c'est un joueur qui est vraiment très unique. Puis une des spécificités que je trouve absolument fascinantes chez Josh Giddey, c'est que ses lectures sont tellement rapides et ses passes sont tellement véloces et précises qu'il n'a absolument pas besoin de battre son homme pour trouver sa cible à la passe. Il peut rester derrière son homme absolument confortablement. Il peut reculer même et frapper sa cible à la passe. Il est bon comme ça. Et pour ça, je crois vraiment que c'est un joueur qui contourne ses limitations physiques, et ses limitations physiques, elles ne peuvent que s'amincir. C'est intéressant, on parlera plus en détail de Josh Giddey. Donc sur les 3 noms que tu as cités, on a quand même 2 mecs qui savent pas trop shooter. C'est ça? Ouais. Pourquoi ils sont un cran en dessous de Kate Cunningham, en fait, pour expliquer aux personnes? Je dirais que physiquement, Josh Giddey, c'est pas du tout dans la même ligue que Kate Cunningham. Il a de la difficulté à se rendre à l'anneau et il a de la difficulté à se vendre comme une menace à l'anneau aussi. Ça, ce qui est vraiment un problème. Et c'est ça, je crois qu'il s'améliore beaucoup en tant que shooter. Je crois qu'il a pris un niveau supérieur cette année. Sa mécanique est encore un peu étrange, mais il n'a pas peur de tirer. Donc, je crois qu'un shooting staff à NBA va être capable de faire le ménage là-dedans quand même assez rapidement. Et Scotty Barnes, c'est tellement un phénomène physique. Moi, je ne savais pas trop quoi faire avec lui jusqu'à temps que tu me le donnes pour les scouting reports écrits que je me suis tapé plein de footage. C'est tellement un phénomène physique que c'est le joueur typique qu'on entoure de catch shooter puis qu'on laisse absolument démolir le pauvre bougre qui l'attend au cercle. Il est gros, il est fort, il est long. C'est un des rares joueurs qui, à sa sortie de collège, je le vois très bien passer le test Joel Embiid à l'anneau. Est-ce qu'il a les variations de rythme, puisqu'il est pas très rapide, il n'est pas long non plus. Hein. Est-ce qu'il a les variations de rythme et la dextérité suffisante dans le dribble, puisque là on va parler de technique aussi, dans tout ce dont on dit, de tous les joueurs dont on parle depuis le début, pardon, le dribble est absolument indispensable à tout ce qu'ils doivent faire. Donc est-ce que Scotty Barnes a ça? C'est un work in progress, c'est un travail. Je dirais que le contrôle du ballon et la sécurité du ballon, moi, ça me va. Côté créativité du dribble, on parle encore d'un joueur qui va quand même assez en ligne droite. Mais tant qu'il peut protéger le ballon, moi, ça me va. Là. Moi, ça me fait pas peur. Ça va être, je veux dire, il n'y a aucune équipe qui va jouer de manière conventionnelle avec Scotty Barnes comme meneur de jeu, comme créateur. Mais je crois pas que c'est le but non plus. Je crois que c'est un joueur qui va venir varier le tempo. Là. Les autres, vous avez
Manu, Alan, vous avez Scotty Barnes en tant que ball handler ou pas? Non. Oui, Oui, chez Manu. mais en Pourquoi? secondaire. Ball handler secondaire, c'est-à-dire qui va pas forcément initier la première action, mais un peu dans le moule Encore une fois, je comprends vraiment très bien l'argument. Mhm. Dans le moule de qui? Ben, tu le verrais dans le moule de qui? Dans le rôle de qui plutôt? Parce que dans le moule, c'est compliqué, il a un profil particulier, mais en termes de rôle. Je crois pas qu'il a un rôle vraiment. Je pense pas qu'il y a un stéréotype dans lequel on peut le rentrer parce que c'est un joueur qui est tellement unique, qui est tellement étrange. Mais vous savez un peu comment les Cavaliers avaient organisé leur attaque autour de LeBron James qui rentrait des pick and roll à répétition il y a quelques années. Moi, j'ai l'impression que si on met Scotty Barnes en 1 contre 1 contre à peu près n'importe quel défenseur au cercle, il est tellement long, il est tellement fort, et lorsqu'il prend un air d'aller, c'est pas un joueur qui est explosif dans des petits espaces, mais lorsqu'il prend un air d'aller, comme s'il peut faire un spin pick and roll ou un long pick and roll, je crois que c'est un joueur qui peut être extrêmement destructeur à l'anneau. Donc, moi, j'organiserais un peu mon attaque autour de ce modèle. C'est pour toi l'optimisation ultime de Scotty Barnes, je comprends. Ouais, c'est un peu le catch 22, c'est un peu le problème avec Scotty Barnes. Je crois que si tu es pour drafter Scotty, il faut que tu l'utilises comme ça ou tu perds 30% de la valeur. Ouais, c'est un joueur à fort contexte, comme Sharif l'est aussi, on en parlait tout à l'heure. Alan, tu as dit non sur Scotty Barnes. Non, parce que si Scotty Barnes est mon initiateur principal avec 4 shooters autour, ça peut marcher, mais j'ai une mauvaise attaque. Donc ça m'intéresse pas. Ce sera pas Pourquoi tu as une assez. mauvaise attaque? Parce que j'aurais pas une attaque, un des 10 meilleurs offensive rating de la ligue, je pense. Je pense que parce que les défenseurs s'ajusteront, passeront en dessous. Et déjà trouver 4 shooters élites, c'est dur, mais ne pas avoir la menace du pull-up sur ton initiateur principal, ça fait que ton attaque, elle va être. Alors peut-être qu'en saison régulière, ça peut passer, mais je pense C'est-à-dire que ce qu'un. serait une sorte de Giannis sans la monstruosité physique. Voilà, c'est ça. Et le contexte Milwaukee est très très bon pour Giannis. Je pense que Giannis pourrait réussir partout, mais Scotty Barnes n'est pas Giannis. Et si on veut le faire jouer comme Giannis, ton attaque sera pas au rendez-vous. Et pourtant, je suis très haut sur Scotty Barnes. Je le drafterai devant Jalen Suggs. Donc je l'ai quatrième de mon big board. Et pour moi, là où il doit être utilisé, c'est en web créateur secondaire, plutôt tertiaire, défenseur capable de switcher 1 à 5. C'est pour ça en fait j'ai été revoir son FIBA U19 où en fait il jouait que avec des stars, il jouait avec Cade. Je pense qu'en fait le contexte Florida State, il était très précis et je pense que ça sera le seul contexte de l'histoire de Scotty Barnes où il sera dans ce contexte-là. À Montverde, il était avec Cade, donc bon de toute façon c'était pas lui qui avait la balle. Faut regarder Mais avant Montverde, ouais, où il montait la balle. mais il était peut-être un peu trop jeune pour projeter, tu vois, dans ce que ça arrivera. Avec Team USA, il sortait du U19, il sortait du banc, il jouait avec Jalen Green et Kira Lewis et tout ça. C'était pas lui l'initiateur vraiment principal et il était super fort dans ce rôle de initiateur secondaire voire tertiaire. Toujours la bonne passe, toujours la bonne coupe, toujours les mains actives en transition, c'est bien se placer, joueur d'équipe, vraiment glue guy parfait d'une top équipe. Et moi j'y crois énormément parce que je pense que si le tir suit, il pourrait être peut-être ce que dit Ben. Mais pour l'instant, vu qu'il n'a pas le tir, je peux pas le mettre dans la catégorie des ball handlers. Ce qui n'empêche que je le draft quand même très haut. Manu, tu as qui dans ton deuxième panier de ball handler? Monsieur Suggs et Monsieur Mann. Ok. Donc Jalen Suggs, on en a parlé aussi dans un podcast, donc vous pouvez y aller en détail. Simplement, le meneur de Gonzaga, excellent gestionnaire. Pourquoi un cran en dessous de Cade? Je pose la même question qu'à Ben. Parce que
Pour moi, il lui manque encore ce que Cade a déjà, c'est de la régularité dans ses passes, de la régularité dans ce qu'il fait. Il perd beaucoup, des fois il est un peu trop foufou, il perd un peu trop de ballons à mon goût. Mhm. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'il arrive à step up. Mais moi, je le vois plus en secondaire, un initiateur secondaire, plus un joueur capable de trouver de la bonne passe, mais surtout capable d'attaquer le panier à fond les ballons, quoi. Ouais. Ouais, je vois très bien. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et tu m'as dit Treman. 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 Alors intéressant, on n'a jamais parlé. Vas-y, dis-nous qui est Treman. Donc, meneur de Florida qui a 2 saisons dans les jambes. C'est capacité incroyable à créer son espace pour son tir. C'est vraiment ça, pour moi, sa principale force. Un visionnaire passeur encore assez moyen, mais il y a des choses à gratter. Et assez, je trouve aussi underrated en défense. C'est vraiment je pense qu'il va être capable de surprendre en NBA, mais c'est surtout sa capacité à créer l'espace qui est incroyable. Et il est capable de le faire partout sur le terrain, et ça, c'est assez Hmm. fou. Et il est Alors assez qu'il va jeune pas en si plus. vite que ça. Oui, il est de la même année que beaucoup de drafted, enfin beaucoup de freshmen, puisqu'il était très jeune en NCAA. Oui, il va pas si vite que ça, hein, Manu. C'est pas Sharif Cooper dont on parlait tout à l'heure. Non, non, non. Non, mais moi, j'ai envie d'y croire. J'aime beaucoup. Hmm. Comme son copain Scotty Lewis, mais ça, c'est autre chose. Voilà, de Florida aussi, mais qui n'est pas du tout un porteur de ballon. Alan, dans ton deuxième tiers d'initiateur. En fait, je viens d'y penser, mais dans mon deuxième tiers, il y a Jalen Green tout seul. Parce que pour moi, il initiera de l'attaque en NBA. Euh, il initiera de l'attaque en NBA, il le faisait déjà un peu en G-League, il le faisait à Prolific Prep en high school. Il a tout le temps initié de l'attaque, sauf au FIBA U19 encore. Ok, pourquoi moins pourquoi un cran en dessous de Ouais, Cade et pourquoi un cran au-dessus des autres? c'est ça. Alors, un cran en dessous de Cade, parce que en termes encore de création pour les autres et de lecture avancée, lecture sur pick and roll et tout ça, il est pas au niveau de Cade Cunningham. Mais en termes de pull-up et de capacité à se créer aussi son espace et son tir, il est très très fort. Donc il est en dessous de Cade parce que la création pour les autres, elle n'est pas encore très très bonne. Il est au-dessus d'un groupe de 5 joueurs que j'ai parce que physiquement, en termes d'explosivité, c'est un athlète pour moi au-dessus des 5 autres en fait. C'est pour ça. Hmm. Alors les 5. Donc les 5 c'est James Bouknight, Ouais. Jalen Suggs, Sharif Cooper, Treman, Josh Giddey. Et je voulais mettre Cam Thomas, mais je peux pas le mettre dans la catégorie des initiateurs, malheureusement. Oui, parce qu'il pose pas beaucoup la balle au sol finalement. Non. Ah, il Dès qu'on initie du lui shoot, quoi, passe, il c'est tout. shoot. Mais je pense qu'il peut le faire. Il pourrait On sait pas potentiellement trop. le faire. C'est vrai que c'est un peu un mystère. Cameron Thomas, on pourrait faire un podcast sur lui. Euh, alors, il y a plusieurs choses qui m'interrogent. La première, c'est que c'est pas du tout les mêmes profils les uns avec les autres. Et la première, c'est James Bouknight. Toi, tu penses qu'on va lui donner le ballon et qu'on va lui dire vas-y, attaque, ça va être efficace. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est pas parce qu'il l'a. Je pense que c'est pas parce qu'il l'a pas fait à Yukon qu'il peut pas le faire. À Yukon, on avait surtout besoin de son scoring parce que sans lui, en termes offensifs, l'équipe ne mettait pas de points. Donc on lui demandait surtout voilà d'être un peu le finisseur. Mais j'ai trouvé vraiment par séquence. Et voilà, c'est un risque que je tente, une pièce que je lance. Mais je pense que James Bouknight peut initier de l'attaque en fait en NBA. Je pense vraiment qu'il peut le faire parce il a l'arme du pull-up en fait. Et comme il a l'arme de ce pull-up, ça pourra, je pense, ouvrir beaucoup de choses dans son jeu et qu'après un staff pourra faire améliorer tout ce qui est lecture et tout ce qui est compréhension de défense adverse. Dans un premier rôle ou dans un second rôle? Manu parlait tout à l'heure très bien du rôle qu'il voyait pour Suggs, Mm. c'est-à-dire plus comme on disait avant, deuxième arrière, Mm. tu vois. Cade et Suggs, Jalen Green peuvent être premier initiateur d'une équipe NBA. Tous les autres, pour moi, non. Avec l'exception Sharif, parce que pour moi, je le dis, mais Sharif Cooper, s'il n'est pas ton initiateur principal sur le terrain, ça peut poser problème parce qu'en termes
Les Américains disent scalability, donc le rôle à quoi tu sers si t'as pas la balle, en gros. Bah, c'est ça, il sert plus à Euh, rien, Cooper. et ben c'est très problématique. Donc je le mets dans le groupe parce que j'y crois et parce que tout ça, mais en fait Suggs, Bouknight, Mann et Guidé, il est plus initiateur secondaire ou alors initiateur principal avec le banc pour commencer. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Et ça, c'est déjà très intéressant. C'est-à-dire, seuls 2 joueurs. Alors, Ben, tu as déjà dit que tu n'étais pas d'accord puisque tu as rajouté Scotty Barnes. Mais seuls 2 joueurs peuvent être des initiateurs principaux efficaces, je complète, en NBA, selon Alan. Manu. Moi, je vois pas Jalen Green initier quelque chose. Enfin, il est pas dans ma définition, en fait, de l'initiateur. Ouais, donc pour toi, il n'y a que Cade. Ah Je ouais, peux parce juste que... poser une question à Manu ou pas? Non. Si, Ok. oui, tu peux. C'est moi qui décide. Est-ce que Bradley Beal, Donovan Mitchell et Zach LaVine initient de l'attaque, principalement en NBA? Maintenant, oui. Et Là tu penses pas encore. que Jalen Green peut devenir ça? Non. Peut suivre ce modèle? Ok. Là, parce qu'il y a trop de carences pour moi, il a trop de carences dans la compréhension, la vision, la passe. Voilà, c'est un attaquant. Il y avait C'est des Demar carences chez Zach DeRozan. LaVine, hein. C'est Il y avait des Demar carences, DeRozan pour moi, quoi. Jalen Green. qui est un bon initiateur aux Spurs cette année. Ouh, Ah. c'est difficile, là. C'était très, très dur, Manu. Et qui est en plus un bon initiateur. Parce que Zach Ouais, LaVine à mais, UCLA, il n'initie rien du tout, hein. Et bah non. pareil à Minnesota. Mais maintenant, même maintenant, je sais pas. Ouais, moi, je suis pas. Hmm. Enfin, je regarde pas trop les Bulls, donc Hmm. je sais pas trop, Ouais, mais. il a progressé, mais Oui, c'est pas voilà, non tu sais, plus, pour moi, ouais. c'est un second arrière pour moi, Zach LaVine. Demar DeRozan, c'est C'est pareil, un ou peu le peut-être qu'il problème de initie, mais Chicago, on en parlait. Ah, c'est les deux initiateurs principaux de leur équipe. Après, c'est deux équipes qui sont pas qualifiées pour les playoffs, il faut le dire. Mais c'est quand même deux initiateurs primaires de leur équipe. moi je trouve que Alors, c'est dommage que tu quantifies un mec comme ça qui a d'autres qualités en fait. Il pourrait être bien meilleur si on l'utilise pas off the ball, mais en deuxième arrière capable d'attaquer, de tout faire sauf tes passes quoi. En gros. parce que oui, mais c'est peut-être plus une divergence de compréhension De du définition, rôle, ouais, oui, de définition que vous avez, puisque vous dites la même chose, mais juste toi, Manu, pour toi, il doit d'abord faire une passe, quelqu'un qui a le ballon, alors que c'est pas forcément le Bah, cas pour moi, il pour termine et Alan. il finit, il commence pas, il n'initie pas une attaque, il les termine. En Ouais, gros. ouais, oui, oui, mais c'est vrai que bah, ça dépend du contexte. En saison régulière, un peu moins, mais en playoff aujourd'hui, tu vois, tous ceux qui ont le ballon dans les grands moments sont des personnes qui peuvent faire rentrer le ballon dans le panier, pour faire très simple. C'est vrai. Après, Mais bon, là, on parle du très haut niveau en playoff, évidemment, et la majorité de la saison régulière n'est pas comme ça, à notre grand désespoir d'ailleurs. J'ai demandé à tout le monde le tiers 2, j'ai demandé à tout le monde le tiers 2, enfin pour Alan c'est le tiers 3, pardon. Parlons de Josh Giddey. Manu, tu l'as vu ou pas? Je vais pas te piéger là-dessus, tu l'as vu un peu, beaucoup, passionnément. j'ai Il vu n'était pas dans ton tiers 2, donc. des moments de match en fait, des grands highlights quoi. Mais je Ouais. me suis pas intéressé trop et de ce que j'ai vu, je suis pas fan. On dirait un joueur de N3. Bon, déjà, il a une dégaine. Ouais, Moi, voilà. je pense que j'avoue, j'ai un peu fait du délit de faciès avec Josh Giddey Après, il la sort des passes première assez fois ouf qu'il hein, était. parfois, mais Bien sûr. Ah bah oui, si vous Une regardez dégaine de facteur, là. ouais. de grands facteurs, parce qu'il est grand. Mais, Ben, est-ce que tu peux nous décrire rapidement qui est Josh Giddey? On en a, je crois, jamais parlé, alors qu'il pourrait partir loterie pick, donc il est temps. Bah ouais, moi j'ai bien foi en Josh Giddey qui pourrait partir en top 10, là. C'est un meneur de jeu / ailier. On ne sait pas trop quelle position il joue, un peu à la Cade Cunningham. 6'8", je crois, même 6'9 2,03, ouais. maintenant. Ouais. Pas encore 200 livres. Il a vraiment un physique très non athlétique. Il joue, c'est un pass first guy. C'est un initiateur. Il crée pour les autres. Il n'a pas l'instinct de créer pour lui-même.
C'est un des passeurs les plus spectaculaires en NBL. Je crois il a repris le flambeau de la Melo Ball pour passeur le plus spectaculaire en NBL. T'exagères tellement. Oh, mais non! Écoute, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Josh Giddey, mais pour le spectaculaire des passes, là, il est incroyable. Est-ce que tu te rappelles de la Melo Ball au moins pour dire ça? Ben oui. J'allais faire une comparaison musicale, mais vas-y, pardon. Non, mais je te dis pas qu'il est au niveau de la Melo Ball, mais je te dis qu'il a repris le flambeau. Là. C'est lui le passeur le plus spectaculaire en NBL cette année. Mais c'est ça, c'est un joueur qui grandit encore, qui a encore des problèmes de coordination parce que justement il est en train de grandir, son corps change. Il est en train mais il joue avec des hommes depuis plus d'1 an, je crois. Il apprend à synchroniser son shoot à un niveau professionnel et on a vu beaucoup de progrès cette année. Mon plus gros concern avec lui, mon plus gros problème, c'est qu'il a beaucoup de difficultés à se vendre comme étant une menace lorsqu'il va vers le cercle. C'est-à-dire que les gens ne le prennent pas au sérieux, les gens ils viennent le forcer à faire des passes, le forcer à faire des mauvais jeux. Défensivement aussi, c'est un certain problème parce qu'il ne fait pas tous les efforts qu'il devrait faire sur le terrain. C'est pas un joueur qui aime jouer particulièrement défensivement et ça va causer de problèmes en NBA. Mais juste le fait qu'il soit un meneur de jeu aussi grand, toutes les possibilités pour lui de devenir un joueur d'impact sont vraiment là. Il va, je veux dire, on lui donne un jeu au poste bas. Il va shooter par-dessus à peu près n'importe qui va le défendre à sa position. On lui donne des mismatchs, il va être capable de jouer le mismatch. Défensivement, on va pouvoir, je crois, le cacher sur le moins bon joueur offensivement ou le deuxième moins bon joueur offensivement de l'équipe adverse. Il y a quelque chose avec Josh Giddey qui fait en sorte que si c'est ton ball handler primaire, il y a quelque chose à faire avec ça. Ton équipe a le potentiel d'être bonne. Il n'est pas là présentement, mais il s'en vient. Puis, je veux dire, c'est un projet à Josh Giddey. C'est le plus jeune joueur de la draft. C'est vrai. Est-ce qu'il peut être autre chose qu'un ball handler? Je ne crois pas. Je crois que son attrait principal, c'est sa capacité à voir le terrain, puis à anticiper, à prendre des décisions rapides, puis à anticiper le jeu. Je crois que c'est beaucoup plus élevé que la plupart des joueurs dans cette draft ici. Je crois même que côté créativité, côté anticipation, c'est peut-être même meilleur que Cade Cunningham, mais je veux dire, il n'y a pas le physique qui suit, là. Je veux dire, le physique va être un problème pour lui, là. Alan, qu'est-ce que tu penses de Josh pour compléter ce qu'a dit Ben sans redite? Il peut être autre chose qu'un initiateur, comme tu l'as dit, simplement s'il tire. Le problème, c'est que pour l'instant, il tire pas. Donc, acheter Josh Giddey dans une pluralité de rôles, c'est acheter le tir, tout simplement. Mais je pense que, ouais, un peu comme Ben, il sera, rien que par son playmaking et sa taille, il sera toujours utile sur un terrain, en fait, je pense. Il sera toujours, il servira toujours à quelque chose. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on l'a pas vu jouer plus off-ball ou qui sait pas le faire. Voilà, on a eu le contexte NBL, Adelaide, et ils l'ont mis en... C'est Adelaide, c'est ça? Les 36. 36ers. C'est ça. Ils l'ont mis en avant parce que c'était la coqueluche du programme NBL cette année. Il a joué dans un rôle assez précis. Je pense que tu as vu plus de matchs que moi. C'était souvent le même rôle. C'était ball handler, créateur pour les autres. Il est jeune, comme l'a dit Ben. C'est pas parce qu'il a fait tout ça cette année qu'il peut peut-être pas faire un truc différent. Donc on pourrait parier là-dessus. Mais ça passera par un tir, je pense, qui sera... Voilà, la Melo Ball, les pourcentages au tir n'étaient pas bons. Mais je pense qu'on pouvait tous, nos trois, dire que son tir, on en avait beaucoup plus confiance que celui de Josh Giddey. Pour tout ce qui est mécanique ou d'autres choses. Donc ça va être le tir qui va un peu changer le futur de Giddey en NBA, je pense. Plus que d'autres. C'est ça pour tout le monde en réalité, j'ai l'impression qu'on redit ça pour tout le monde, mais pour lui,
c'est un peu le cas. Ça devient risqué à ce moment-là de la draft de toute façon. Philosophiquement, Ben, plus on descend, plus c'est risqué de choisir quelqu'un qui est porteur de balle pour être porteur de balle, puisque ça veut dire qu'on a, on va lui donner des responsabilités alors que il est pas dans le premier panier. Ben oui, puis comme dirait notre ami Hugues de la Data Team, moi je sélectionne pas un porteur de balle passer le premier tour, là. Puis, mais pour un Josh Guidé, je trouve que sa taille fait en sorte qu'il peut avoir une espèce de polyvalence positionnelle qui est vraiment très intéressante. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un certain Josh McRoberts en NBA. Ouais. On le mettait, Josh Plus McRoberts, grand. on a découvert un jour, ben, il est grand comme Guidé à peu près, il est peut-être un pouce de plus grand que Guidé. Mais lorsqu'on a découvert que où est-ce qu'on le mettait, euh, en haut de la raquette, il était un passeur, il avait une vision absolument extraordinaire. Et je crois que côté plancher, Josh Guidé peut être utilisé comme ça en NBA. C'est-à-dire comme une espèce de stretch 4, mais vraiment à mi-distance. Là. Je crois que c'est vraiment un plancher à Josh Guidé. Je crois que, comme disait Alan, peu importe qu'est-ce qui arrive, son playmaking et sa taille font en sorte qu'il va toujours être utile. Très bien. Passons, puisque leur tourne. Manu, passons à ton panier d'après. On va arriver petit à petit vers la fin du premier tour, j'imagine. On s'arrêtera là. Quel est ton panier d'après de ball handler, primaire ou secondaire? Donc c'est que des secondaires pour moi, c'est Jaden Springer, Davion Mitchell et Rokas Jokubaitis. Très bien, ça. Donc, on a déjà parlé de Davion Mitchell dans le podcast sur Baylor. C'est un des trois arrières de cette équipe de Baylor qui a remporté le titre cette année. Davion Mitchell étant sans aucun doute le plus explosif des trois. Il a été excellent au shoot sur une saison, peut-il l'être plus sur plusieurs saisons. C'est un pot de colle défensif. Peut-il défendre autre chose que des arrières? Voilà à peu près les questions. Je vous ai résumé les grandes lignes du profil Davion Mitchell. Juste pour finir sur lui, Ben et Alan, est-ce qu'il est dans votre tiers suivant? Oui, Non. on a monté à 3 pour moi. Et Alan a dit non, je crois. Non. Non. Bon. Alan, je crois que tu l'as bien bas, l'ami Davion Mitchell. On en parlera plus en détail dans un autre podcast, ou alors si tu le fais en 2 phrases, on peut le faire maintenant. Trop petit, 66% lancé franc en carrière, 23 ans en septembre. Ça m'intéresse pas au premier tour. Très bien. Manu, parle-moi de Jaden Springer. Tennessee, donc. Porteur de ballon secondaire, donc un peu le rôle que tu envisageais pour Jalen Suggs tout à l'heure. Quelles sont les qualités qu'il a qui peut lui faire espérer ce rôle selon toi? C'est un gars qui sait, pour moi c'est mon avis, qui sait vraiment quasiment tout faire, mais moyen bien. Et donc du coup il a encore une marge de progression, pour moi elle est infime, hein. Pour moi il c'est quasiment déjà un produit fini, mais il y a quand même quelque chose une cinquième vitesse à faire passer. Et c'est vraiment dans les passes, il a une vision assez. C'est peut-être pas forcément flashy ce qu'il fait, mais c'est très bien. Il a toujours la bonne réaction, la bonne passe quand il voit j'ai une action qui me revient en tête, je sais plus contre qui c'était, où il est tête de raquette. Il y a deux joueurs qui arrivent vers lui et à peine les joueurs ont fait un pas, la passe était déjà sous le panier, 2 points, terminé. C'est vraiment ça, moi, qui me fait dire qu'il peut être un secondaire, un initiateur secondaire, si, avec un gros si, s'il est au niveau du tir. Il faut vraiment qu'il arrive à développer un tir efficace et et qu'il devienne encore plus efficace à la passe dans cette vision du jeu. Et là, pour moi, ce sera un bonbon. Il était efficace sur faible volume cette année au shoot, puisqu'on est à 81% en lancer franc et 43 à 3 points, mais il n'en prenait que 2 par match. Donc c'est pas le plus représentatif. Et donc, juste pour ceux qui n'ont pas le site sous les yeux, 1,93 kg,
2,10 d'envergure. Bon, C'est une masse. Bah ouais. Oui, puis il est solide. Hein. Il est Ouais. solide sur les appuis. Le garçon, visiblement, il avait des problèmes à la cheville toute la saison. Et désormais, ça va mieux. Et donc, il arrive à montrer autre chose. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Dans les workouts qu'il fait à droite à gauche. Donc, son nom commence. Il est 14e sur notre big board. Mais il y a une grande disparité de classement. Alan, est-ce qu'il est dans ton tiers suivant? En fait, je l'ai pas vu comme ball handler, mais s'il l'était, il serait dans le tiers avec Suggs, Bouknight, Cooper, Man et Guidé. Oui, Donc, toi, tu veux vraiment des gens qui vont au cercle pour eux. Et qui vont être efficaces en tant que première option. Mm. C'est ça. Mais franchement, j'ai revu quelques matchs, on en discutait ensemble cet après-midi. Le fait qu'il soit si jeune, si intéressant avec l'envergure et qu'il est, ouais, qu'il est pour moi été mal utilisé à Tennessee, et donc je pense qu'il y a vraiment mieux à faire avec lui, me fait dire que le matériau il est hyper intéressant pour. Donc je pense que je le drafterais, ouais, il serait tier 3, fin tier 3. Très bien. Ben, tu m'as dit que oui, hein. Il est là pour toi aussi? Non, tu m'as pas dit. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup Jaden Springer. Je crois que c'est un joueur. Je vais abonder dans le même sens que Manu, mais partiellement, c'est-à-dire qu'on sait déjà qui il est comme joueur. Je crois que la marge de progression est plus grande que ce que Manu prétend, mais on sait qui il est comme joueur, puis il va vraiment. Tu sais, je veux dire, on sait pourquoi on le draft, dans le fond. Mais oui, c'est un ball-handler secondaire pour moi, dans la plus pure tradition du terme. C'est pas un joueur qui a une vision de jeu incroyable, mais c'est un joueur qui a une vision de jeu qui est bien unique à lui. Je ne le vois jamais faire des passes qui sont communes. Il prend toujours des décisions rapidement, mais il prend des bonnes décisions, mais qui surprennent parfois ses coéquipiers. Je suis pas sûr à quel point j'achète le tir, parce que je trouve ça un peu Dion Waiters à mon goût. Mais aussi défensivement, on parle d'une brute sanguinaire. Il est incroyable Et sur ses silencieuse un peu. Comment? Je dis une brute sanguinaire et silencieuse parce qu'autant on parlait de Davion Mitchell qui est vraiment, il colle au short, donc on a l'impression qu'il va tuer son adversaire direct. Autant de Springer, c'est juste qu'il l'étouffe. C'est un boa constrictor. Exactement, puis il est vraiment très très léger sur ses appuis, toujours en équilibre. Puis c'est ça, tu dribbles, à un moment donné, pow! Le ballon te part des mains. Là. Donc moi, je ne compare pas directement le joueur, allez pas dire que je compare le joueur, je vois une qualité Marcus Smart en Jaden Springer, je vois une possibilité d'évoluer dans un rôle similaire à NBA. Tu sais, il n'y aura peut-être pas la qualité de Marcus Smart, mais je crois qu'il y a un blueprint, là, il y a un modèle de jeu à émuler. Là. C'est très intéressant. J'ai jamais entendu cette comparaison, je la trouve intéressante. Qui d'autre tu as, Ben, dans ton tiers suivant avec J'ai Trey Mann, de qui on a déjà parlé. Ouais. J'ai Davion Mitchell et j'ai Jared Butler. Jared Butler, donc l'autre de Baylor. Ouais. Voilà, qui visiblement a des pépins physiques. Hein. Mais bon, nous, on ne sait pas pour sûr. Donc pour l'instant, tu ne l'as pas changé ton classement sur lui, j'imagine. Non, pas pour l'instant. Ce que j'ai entendu parler, c'est que c'était une malformation au cœur qui aurait été diagnostiquée lorsqu'il a été recruté à Baylor, mais que donc les équipes de NBA ignoraient. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour lui, mais en termes d'initiateur secondaire, Jared Butler répond un peu à toutes les demandes de l'NBA. C'est un shooter absolument extraordinaire. C'est un gars qui sait jouer au basket, c'est un gars qui a un très haut QI basket. Il n'a pas une vision incroyable, mais il fait toujours la bonne lecture de jeu. Il est très, très, très éduqué. Le seul problème, le seul pépin avec Jared Butler, c'est que c'est pas un joueur physique. C'est un joueur qui explose un peu au contact lorsque ça devient difficile. C'est un joueur qui, défensivement parlant, se fait bousculer beaucoup. Donc, c'est un initiateur secondaire, mais j'arrête pas de le dire. Si Dieu le veut, son physique, son cœur lui permet d'être drafté en NBA,
Moi, je pense qu'il va bouffer en tant que role player dans une équipe. Manu, pour finir sur ton tiers, tu nous as pas parlé de Jokubaitis, ce qui est intéressant. Tu es le seul d'entre nous à l'avoir au premier tour. Peut-être qu'il y a Nico aussi, mais non, je pense pas. Rokas Jokubaitis, donc, dont on parlait déjà l'année dernière, et qui est un meneur lituanien, qui mesure 1,93, donc comme Jaden Springer, et qui est un meneur qui est qui vient bien de son pays en fait, puisque il sait à peu près tout faire, c'est ça. Ouais, moi bah, les matchs que j'ai regardés, donc c'est un gars déjà pour présenter vite fait gaucher il joue à Zalgiris Kaunas, donc qui a déjà plusieurs saisons en championnat lituanien et aussi surtout 2 saisons d'Euroleague dans les jambes, donc habitué à jouer contre des sacrés bonhommes en face de lui. Et c'est vraiment un joueur qui est sous contrôle, qui est jamais en panique, qui a toujours quelque chose. Voilà, c'est un joueur assez génial à voir, je trouve. Et qui, pour moi, en second initiateur, en fait, il n'est pas encore parfait dans ses choix, dans les termes de vision et tout ça, mais c'est vraiment il y a quand même beaucoup, je trouve, de flash intéressants chez lui. Après, là, la difficulté, c'est qu'il est dans une équipe qui est quand même assez cadrée. Donc, il répondait sur le terrain, il suivait vraiment les schémas techniques, tactiques. Donc, c'est un peu difficile de savoir comment le prolonger. Est-ce qu'on le garde comme un joueur comme ça qui va être dans un rôle vraiment précis, dans une équipe cadrée, ou est-ce qu'on peut lui faire confiance? Voilà, c'est ça que je veux voir moi. Est-ce que si on lui donne la balle, s'il est vraiment une option, une des 3 premières options offensives d'une équipe, est-ce qu'il va pouvoir faire gagner son équipe et faire step up ses coéquipiers? Peut-être un joueur de banc s'il va en NBA, sachant qu'il est en discussion avec Barcelone visiblement. Ouais, il aurait quelques contacts bah, il a connu Jakiewicz qui était son coach à Zalgiris aussi, donc le lien est un peu fait par là. Je crois que c'est une discussion de contrat 3 ans, il me semble. Donc à voir, il a encore son nom à la draft pour le moment. Donc à voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, prochains jours même. Intéressant donc de mettre Rokas Jokubaitis, qui n'a pas encore 21 ans, donc qui est quand même pas vieux, pourtant ça fait longtemps qu'on en parle. Alan Taki dans ton tiers suivant, et on finira avec ça. Alors, Jared Butler, Nashon Island, Huh. Vrens Blaženberg, et puis Davion Mitchell parce que je le mets fin, mais je le mets un peu dans ce groupe-là quand même. Ok, alors Vrens Blayenberg, on a fait une longue interview avec lui. Euh, il, il sait effectivement jouer un pick and roll tant qu'il faut aller à droite, Oui. en gros. Surtout un très bon shooter. Ouais. Mais moi je l'ai en fin de premier tour aussi. Je trouve qu'il est assez sous-coté, mais d'ailleurs il est en train de faire des workouts et il en a. Il sillonne les États-Unis. Ouais, il les enchaîne. Et il mesure quand même 2,10, ce qui n'est pas rien à dire quand on parle de. Vrens le voyageur, là. Ouais, quand on parle d'initiateur, le monsieur fait 2,10, donc c'est assez rare d'avoir des gens de son handle, donc j'imagine c'est pour ça que tu l'as mis là, parce que. Peut dribbler, passer, shooter à 2-10. Et c'est pas primaire, mais secondaire, vraiment potentiellement. Pourquoi Moi, j'étais pas. très impressionné par ce que j'ai vu en Eurocoupe. Je pensais vraiment pas que c'était ce type de joueur. Et tu as Nashon Island. Nashon Island, ah voilà. Alors Nashon Island, c'est pour le coup un scoreur. Ouais, c'est un pur scoreur. Enfin, c'est un des shooters en sortie de dribble les plus forts de la QV, je pense, les plus forts du championnat NCAA cette année. C'était un peu un chouchou avec Ben, on l'aime bien. On est d'accord là-dessus, c'est ça que j'allais dire. On en avait parlé même avant la saison. On avait dit voilà, ce gars, faut le suivre parce que c'est un gros scoreur. Et dans les matchs que j'ai pu voir, donc peu de matchs de VCU en intégralité malheureusement, mais
il y a quelques indices, pourquoi pas, d'un début de jeu de pick and roll en fait. Donc peut-être un initiateur en sortie de banc ou deuxième initiateur avec un gros euh, combo guard à ses côtés, ça peut le faire. Je prends le risque parce qu'au bout d'un moment, sa capacité à tirer en pull-up, elle fait que ça peut ouvrir beaucoup de choses dans son jeu. Un peu comme Book Knight en réalité. Donc personne ne me parle de Josh Christopher, de Brandon Boston, de Zaire Williams, de Non, pas pour moi. Rocco Percassine. Peut-être pour moi, mais ça, on est un niveau en dessous en termes de playmaker. Ouais, absolument. Mais ce sont des joueurs qui, en tout cas au niveau où ils jouaient cette année, Jalen Johnson aussi, Franz Wagner un peu, jouait parfois le ballon en main. Personne n'a parlé de Jonathan Kuminga. Ça, c'est quand même... Tu veux qu'on sorte la disqueuse? C'est problématique quand on voit son tir. Ouais, mais je veux dire, c'est comme ça qu'il va être drafté. C'est Oui. pour être un initiateur, hein, je pense. C'est peut-être pas la bonne solution, mais... Oui, c'est peut-être pas la bonne idée, mais... Après, tous les joueurs que tu as cités, on les a quand même, je pense, tous quasiment au premier tour, mais c'était parce que là, on parlait de rôle, comme tu as dit. Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais c'était pas une critique, c'était pour contextualiser pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez une wild card en second tour? Puisque je l'ai dit tout à l'heure, je parlais de la draft 2018, il y avait quand même, voilà, alors on est d'accord ou pas d'accord, mais D'Anthony Melton, parfois il porte un peu le ballon. C'est un très bon joueur, NBA Melton. D'Anthony Melton, j'ai cité qui d'autre? Il y avait Jalen Brunson. Il y avait Devonte Graham, là pour le coup il a vraiment explosé, et il y a Shake Milton, qui porte le ballon sur certaines possessions en playoff pour Philadelphie. Donc c'est des choses qui arrivent. Alors c'est pas des initiateurs, on va dire, au long cours, mais ils peuvent le faire pendant un match. Est-ce que vous avez une wild card, une carte libre, sauvage? Marcus Zegarowski. Marcus Zegarowski, joueur de Creighton, pour Alan Manu. Très couillu, là. Moi, je mettrais Joel Ayayi et Miles McBride. Ok, Miles McBride, c'est pas mal parce qu'effectivement, il est gros défenseur sur les postes 1-2 et assez explosif, peut se créer son tir. Il est d'ailleurs à la limite du premier tour sur notre big board, il est à numéro 33. Et toi, tu l'as pile 33 d'ailleurs, Manu. Et Ben? Miles McBride et le petit gars de Montréal, Chris Duarte de Oregon. Ah ouais, il va partir. Ah ouais, Ouais. Avec la balle en main. Il a 30 ans déjà. Il a 24 ans. Il a 24 ans. En secondaire / tertiaire, moi j'y crois. D'accord. Alors ses enfants sont au collège déjà. Mais... Oui. À San Domingo. Allez, moi je vais mettre. Alex, permets-moi s'il te plaît juste de rajouter mon chouchou. Oui. Ja'Cory McLaughlin. Ah voilà, ça c'était pour les mecs connaisseurs. Parce de UC Santa Barbara, ancien d'Oregon State. Est-ce que tu l'as mis? Ouais, tu l'as mis. Oui, le scouting report est disponible sur le site d'ailleurs. Voilà. J'ai pas regardé ça pour rien. Et moi, je vais vous donner une petite wildcard. Je vais vous donner Dosunmu. En fait. Bouh! Eh ouais, mais bon. Il défend, il peut porter la balle sur quelques dribbles, il va vite, il a pas peur, c'est un leader, il aime trop gagner pour échouer. C'est ma théorie. Antoine, il aime, hein? Antoine l'adore. C'est toujours bon signe. C'est vrai. Voilà, c'était les porteurs de ballon. Alors vous nous direz si vous avez apprécié ou pas l'expérience. J'avoue qu'en tant qu'animateur, je savais pas trop comment diriger les débats. Je savais pas trop si Ben, Alan et Manu étaient préparés, mais vous nous ferez un retour.
Mais en tout cas, c'était aussi pour parler de un paquet de joueurs en même temps et essayer de les classer. Donc comme ça, vous avez vu un petit peu la carte de cette draft se dessiner. Et c'est ce qu'on essaye de faire puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la draft. Donc on va parler également des personnes qui vont être plus considérées comme... on va trouver des autres rôles à part porteur de balle, mais il y a ceux qui posent les écrans, il y a ceux qui sont dans les coins. Je schématise. Le meilleur poseur d'écran de la draft, c'est bon ça. Le meilleur poseur d'écran de la draft, ouais, c'est un bon débat à avoir, Yves même Planche. si tout le monde sait que c'est Deron Sharp. Voilà. On va pouvoir y aller, messieurs. Il faudra qu'on parle de Cameron Thomas. Je sais pas dans quoi on va le classer, mais on parle de Cameron Thomas. Sans moi, les gars. Les fous furieux, je pense. Ouais, c'est ça. Merci à vous d'avoir écouté. Rendez-vous sur envergure.co, rendez-vous sur notre chaîne YouTube aussi avec la mock draft avec Rémi Reverchon. Sur notre site, il y a un article qui vient de sortir sur nos chouchous justement de la draft. On a également des autres articles qui vont sortir et puis comme disait Alan, des scouting reports à l'appel sur envergure.co. Il y en a maintenant je pense plus de 60, donc ça fait beaucoup. Vous avez de la lecture et c'est assez détaillé pour vous préparer pour le soir de la draft, même si votre équipe n'a qu'un choix en 42e position. Eh bien, On aura votre joueur. voilà, on aura votre joueur, on pourra vous en parler et vous dire s'il y a une chance d'apporter, enfin, si selon nous, il y a une chance d'apporter quelque chose à l'effectif de la franchise que vous supportez. Merci encore une fois et à bientôt sur Envergure.